Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler lecture. Parce que effectivement, ce matin, il pleut et du coup, je me suis dit que c'était vraiment le moment idéal pour parler livres et notamment pour vous présenter ma pile à lire. Bon, avant de vous présenter mes livres, je pense qu'il est nécessaire de parler du terme de pile à lire et de tout ce concept, parce que pour ma part, vous allez voir que je n'ai pas une pile à lire de 100 ou 200 ouvrages, sinon cette vidéo serait beaucoup trop longue, vous vous imaginez bien. Et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre et à concevoir qu'on puisse avoir une pile à lire de 100 ou 200 ouvrages. Il y a vraiment pas de jugement derrière ça, mais je me dis, mais ces personnes-là ne se sentent pas submergées ou anxieuses d'avoir autant de livres qui attendent. Et surtout, je me demande si elles les lisent vraiment tous. C'est vraiment une vraie question. Donc si vous avez une pile à lire qui est vraiment très importante, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous vous sentez anxieux d'avoir autant de livres? Est-ce que vous vous sentez pas submergé? Est-ce que du coup vous finissez quand même par lire ces livres même si ça fait peut-être 2, 3 ans qu'ils sont dans votre pile à lire, etc. N'hésitez pas vraiment à me partager vous, votre vision des choses par rapport à ça. Parce que pour ma part, je trouve ça extrêmement anxiogène d'avoir une pile à lire et en fait je suis vraiment le genre de lectrice qui quand elle a envie de lire un livre, elle l'achète, elle le lit et puis c'est terminé. Là vous allez voir que tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont majoritairement des livres que j'ai reçus en cadeau, donc Noël principalement. Mais en tout cas, c'est vrai que j'essaie vraiment de restreindre ma pile à lire à environ 10 livres max et ensuite j'essaie vraiment d'écouler, d'épurer et ensuite d'en acheter de nouveaux. Et de toute manière, vous savez quoi? Je n'ai même pas assez de place dans ma bibliothèque pour avoir plus de livres que ça. Donc voilà, au moins comme ça, je suis automatiquement restreinte et limitée. Et en réalité, ça me va très très bien. Donc vous, n'hésitez pas à commenter là combien de livres vous avez dans votre palle et puis on va découvrir ensemble combien moi j'en ai car je n'ai pas fait le compte en amont. Donc tout d'abord, le premier livre de ma pile à lire, c'est un livre que j'ai trop hâte de lire puisqu'il s'agit du tome 2 de Assistant to the Villain, donc Apprentice to the Villain, par Anna Nicole Maher. Il s'agit donc du tome 2 de la saga et le tome 3 devrait sortir incessamment sous peu, donc j'ai hâte de le lire aussi. En plus, je sais qu'avec les filles de mon club de lecture, on s'est prévu une lecture commune en avril du tome 3, donc il va falloir que je lise celui-ci, soit courant février, soit courant mars. En tout cas, je sais que je vais le dévorer et qu'en quelques jours, il sera lu et terminé parce qu'il est trop bien. Cette saga est géniale. Pour vous parler un petit peu de l'histoire et du tome 1, donc sans spoil bien évidemment, c'est l'histoire donc de Evie, une jeune femme qui recherche un travail et qui se retrouve à être embauchée par le grand vilain du royaume. Ce que j'adore avec ce livre, c'est qu'il reprend les codes du conte, mais il les détourne de manière humoristique et donc c'est vraiment hilarant. Tous les quiproquos, les situations cocasses, etc. C'est vraiment très drôle. C'est un livre qui est léger, qui est fun, mais qui a une vraie intrigue hein, derrière. Et forcément, il y a un petit peu de romance et tout, vous vous en doutez. Mais en tout cas, très bonne lecture que je vous recommande et donc j'ai très hâte de lire le tome 2. En plus, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve le livre super joli avec les petites brillances comme ça, les reliefs. Alors, je sais qu'on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo du jaspage et notamment du fait que je trouve qu'il est un petit peu grossier parce que par exemple, si on prend le jaspage de Dead Garden, donc on va aller en parler juste après. Regardez, là vous avez un jaspage donc comme ceci, vous voyez qui semble quand même vraiment détaillé, délicat. Et après vous avez celui de Assistant to the Villain. Vous voyez, on est vraiment sur deux salles, deux ambiances, donc ça c'est ok, mais je trouve que les traits de Assistant to the Villain sont un peu, comment dire, un peu grossiers. Et c'est vrai que je trouve que c'est pas le plus joli finalement. Donc ça c'est un petit peu le truc qui me dérange entre gros guillemets bien évidemment sur le livre parce que je trouve encore une fois que la couverture, même le dos est sublime et même à l'intérieur, il faut que je vous montre. Regardez comment c'est trop beau à l'intérieur avec la petite grenouille, les brillances, encore une fois les reliefs parce que je sais pas si vous voyez, mais là toutes les étoiles elles sont en relief donc c'est vraiment super joli. Pour autant, il y a ce jaspage là qui est pas très délicat et pour le coup moi que je n'aime pas trop. Mais bien évidemment ça n'enlève en rien la qualité de l'histoire, de la plume de l'autrice, de l'intrigue, etc. Et oui, je continuerai à vous le recommander. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et si vous avez préféré d'ailleurs le tome 1 ou le tome 2. On continue donc cette vidéo avec le deuxième livre de ma pile à lire et il s'agit donc de Crescent City, le premier tome. Donc si vous avez vu ma vidéo sur mes cadeaux de Noël, vous savez que je l'ai reçu. Donc effectivement, c'est le premier tome de la saga Crescent City par Sarah J. Maas, qui est donc une saga d'urban fantasy. Je crois que je n'ai jamais lu de livre de ce genre-là, donc j'ai vraiment hâte de découvrir l'univers notamment. J'ai déjà lu ACOTAR en entier que j'ai adoré. C'est vraiment la saga qui m'a redonné envie de lire il y a peut-être 3 ou 4 ans, je sais plus trop par là. Bref, plusieurs années en tout cas, et j'avais adoré ACOTAR. Dernièrement, courant janvier, j'ai lu le tome 1 de Keleana, que j'ai aussi bien aimé, moins que ACOTAR, pour être tout à fait honnête. Et on m'a dit en fait que le premier tome de Keleana, il a été écrit par l'autrice quand elle avait 16 ans. Et donc effectivement, ça explique le fait que je trouvais que les dialogues étaient un petit peu immatures, que l'héroïne était un petit peu immature, etc. Et qu'après, au fil du tome, ça s'apaisait. Mais du coup, effectivement, c'est vraiment logique si l'autrice était adolescente lorsqu'elle a écrit ça. C'est normal qu'on retrouve un petit peu ça aussi dans l'écriture
l'écriture. Mais du coup, de quoi parle Crescent City? Je vais vous lire le résumé rapidement. Brice, une jeune femme mi-fée mi-humaine, a une vie parfaite. Elle travaille le jour chez une marchande d'antiquités et d'artefacts magiques et profite des plaisirs qu'offre Crescent City la nuit, jusqu'au jour où un terrible meurtre ébranle les fondations même de la ville, faisant voler en éclats le monde de Brice. 2 ans plus tard, son emploi n'a plus guère de sens à ses yeux, et elle se plonge dans l'oubli en écumant les clubs les moins fréquentables. Mais lorsque le meurtrier frappe de nouveau, Brice se retrouve entraîné dans l'enquête et doit faire équipe avec Hunt, un mystérieux ange au passé trouble. Je trouve ça assez intriguant, je sais pas ce que vous en pensez. En fait, j'ai hâte de découvrir l'univers de l'urban fantasy, tout ce que l'autrice a pu créer, parce que vraiment dans ACOTAR, je trouvais que c'était vraiment bien écrit, vraiment bien créé, que ça donnait vraiment envie, que les personnages étaient attachants. Et je repense notamment à Mort, Cassian, Azriel, etc., qui étaient vraiment des personnages très très touchants. D'ailleurs, rien que d'en parler, ça me redonne envie de lire la saga. Mais du coup, là, j'ai vraiment hâte et je pense encore une fois que je vais fortement m'attacher au personnage, donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. Et je pense que ça va être vraiment une de mes prochaines lectures là, avec Assistant to the Villain. Oui, je pense. Pour continuer, le troisième livre de ma pile à lire n'est autre que Saga et Sable d'Os de Travis Baldree. J'avais donc déjà lu et adoré Légende élatée, qui est donc un livre dans le même univers, où on suit donc ici donc Vive, donc qui est notre orque mercenaire juste ici, qui décide tout simplement d'arrêter sa carrière de mercenaire pour ouvrir un café dans une ville où les créatures ne connaissent même pas ce breuvage. On est sur une histoire qui est vraiment hyper cosy et j'avais adoré l'écriture, l'univers, les personnages, tout. Donc tout naturellement, il me fallait le préquel, donc Saga et Sable d'Os. Donc c'est une histoire qui se passe 20 ans avant Légende élatée, où on découvre du coup, pour le coup, le début de la carrière de Vive en tant que mercenaire. Je vais donc vous lire rapidement le résumé. Ça y est, la vie de mercenaire commence enfin pour Vive, et avec elle, la gloire, la fortune et le danger. Mais les choses ne se passent pas comme prévu pour la jeune orque, confiante à l'excès. À la suite d'un terrible accident, son équipe l'abandonne à Grise, une ville bien trop paisible. Morose et désœuvrée, Vive rentre par hasard dans une librairie qui va changer à jamais le cours de son existence. Et lorsqu'un mystérieux homme grisâtre fait son apparition en ville et met en danger ses nouveaux amis, la jeune femme va devoir prendre des décisions bien difficiles. Je suis hyper curieuse de découvrir cette histoire car quand j'ai demandé à recevoir du coup le préquel à Noël, je savais pas du tout que ça allait parler un petit peu de librairie, etc. Je pensais vraiment qu'on allait, je sais pas moi, découvrir ses premiers combats, etc., son entraînement et tout. Et en fait, ben, je pense que c'est pas tout à fait ça. Je m'attendais un petit peu à quelque chose, un petit peu dans le style du donjon de Naalbuck, mais en mode cosy, vous voyez, et pas tellement vulgaire. Et finalement, je pense que ça va pas forcément être ça. Ceci étant, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Je pense qu'on va vraiment être dans un found family. On va vraiment suivre du coup ce groupe d'amis et je pense que ça va être hyper agréable. En plus, j'avais vraiment eu un coup de cœur pour l'univers du coup et les personnages de Légende élatée pour l'atmosphère vraiment cosy, enveloppante, qui vraiment te donne juste envie de le lire avec un thé sous un plaid, littéralement. Et donc là, j'ai vraiment hâte de découvrir Vive. En plus, là, c'est hyper étonnant car dans le résumé, il la présente comme quelqu'un d'hyper confiant et c'est pas vraiment le caractère qu'elle a dans Légende élatée. Donc j'ai hâte de découvrir un petit peu et Vive un peu plus immature, on va dire, un peu plus jeune. Et je pense que ça va être très fun à lire. Et en plus, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve les couvertures sublimes. Vraiment, je suis fan des illustrations et des graphismes. Vraiment un côté cosy, taverne, c'est vraiment tout ce que j'aime. On continue donc la découverte de ma pile à lire avec le tome 1 de la Mémoire des eaux, donc de Margot Lotan. Donc là, on est sur une duologie de dark fantasy. Je n'ai jamais lu de dark fantasy. Un petit peu comme l'urban fantasy, pareil, j'en avais jamais lu. Donc là, vraiment, je suis dans un premier temps curieuse de découvrir ce genre littéraire, de voir à quel point ça va être dark. Et ensuite, j'ai hâte de découvrir la plume de l'autrice, du coup, que je suis sur les réseaux sociaux. Donc c'est aussi pour ça, voilà, que j'ai acheté son livre, parce que c'est aussi quelqu'un que j'apprécie du moins sur les réseaux sociaux, du moins ce qu'elle dégage. J'aime son univers et donc j'ai hâte de découvrir sa plume, d'autant plus que je n'ai lu que de très bons avis sur son ouvrage. Et donc, oui, j'ai hâte de découvrir tout ça et de pouvoir m'y plonger, de découvrir tous ces personnages. Là encore, je vais vous lire le résumé. Et je sais qu'il s'agit d'une duologie, mais je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment l'impression que ce livre a l'air vraiment hyper complet en termes de world building. Là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur quelque chose de vraiment approfondi, travaillé et bien développé. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Donc c'est parti pour découvrir un petit peu le résumé. Le monde s'écroule. Les dieux dorment depuis trop longtemps. Partout, des guerres éclatent. Les humains se soulèvent contre la souveraineté des elfes qui se déchirent entre eux. Quelque chose patiente dans les ténèbres, déterminé à faire basculer les terres-mères. C'est dans ce sombre contexte qu'Azaela apprend l'assassinat de ses pères. Pour retrouver les responsables, elle opte pour un choix aussi radical que douloureux, négocier les services d'un conteur d'os afin de se plonger dans les souvenirs contenus dans leurs ossements. Déjà, je trouve ce concept incroyable. Je trouve que c'est super bien trouvé. Lui apparaît alors la rencontre, l'ascension et la chute de ceux qui furent surnommés le dragon et l'oiseau. Eux qui luttèrent pour le salut commun,
qui provoquèrent leur propre déchéance, et si leur mort avait entraîné dans son sillage celle de tous les peuples. Ça donne vraiment envie, rien que le résumé, c'est très bien écrit. Je pense sincèrement que ça peut être un coup de cœur. Voilà, je le dis. Et puis on en reparlera dans une prochaine vidéo. On poursuit donc avec le premier tome. Oui, décidément, je n'ai que des premiers tomes et que des débuts de saga dans cette vidéo. Que voulez-vous? Peut-être que quand je vous ferai une pile à lire dans un an, eh bien ce sera tous les deuxièmes tomes, qui sait? Et donc là, donc c'est le premier tome de Dark Rise de C.S. Paca. J'espère que je prononce bien les noms de tous ces auteurs et autrices. Donc de même que La Mémoire des Os, je n'ai entendu que du bien encore une fois sur cette histoire, donc j'ai hâte de la découvrir. Et en plus parce que en faisant mes recherches, parce que je vais vous expliquer quelque chose. Quand je lis des avis, j'évite d'en lire trop parce que sinon je veux pas être spoilée sur l'histoire, les tropes, etc. Du coup là, quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai été étonnée de lire, donc je cite, une épopée fantastique queer pour jeunes adultes à l'atmosphère envoûtante. Je savais pas du tout que c'était une histoire queer, donc j'ai hâte de découvrir ça. On adore qu'il y ait de la représentation et de la diversité là dans les ouvrages. Donc voilà. En plus, j'aime bien. Je trouve que ça change le fait que ça soit jaune là. J'aime beaucoup la couverture que je trouve super jolie. Et il faut aussi que je vous montre les en-têtes de chapitres. Parce que en le feuilletant, regardez-moi ce que j'ai découvert. Cette petite beauté. Ça, on adore. Donc voilà, hâte de le lire. Je vais quand même vous lire le résumé, quand même, pour qu'on sache de quoi ça parle. Une nouvelle ère de ténèbres se profile. L'ancien monde et sa magie ne sont plus. Ses héros sont morts, ses châteaux en ruine, et la bataille épique entre l'ombre et la lumière a sombré dans l'oubli. Seuls les stewards s'en souviennent et veillent siècle après siècle pour protéger l'humanité du retour du roi obscur. Il y a toujours un grand méchant un peu obscur hein, dans nos romans. Hein. Jeune docker de 16 ans à Londres, Will est en fuite, pourchassé par les hommes qui ont tué sa mère. Lorsqu'il apprend que sa destinée est de rejoindre les Stewarts, Will se retrouve brusquement plongé dans leur monde de légendes et de magie, où il commence un entraînement rigoureux en vue de jouer un rôle déterminant dans la bataille qui s'annonce contre l'obscurité. Les jeunes descendants des combattants des deux camps n'ont d'autre choix que d'investir les rôles qui leur sont destinés. Celui de Will sera de se tenir aux côtés du dernier héros de la lumière pour empêcher la destruction de son monde. Ok, donc j'imagine que lui, ça doit être Will, puisqu'en plus on a ces côtés jaunes, lumineux, le soleil, la lumière. Là, pareil, on a un petit peu ces symboles-là, comme sur les en-têtes de chapitre d'ailleurs. Donc écoutez, j'ai hâte de découvrir ça, et j'ai hâte aussi de découvrir qui est ce roi obscur, et puis je ferai un petit retour, bien évidemment. On poursuit donc avec Dead Garden de Cassandra O'Donnell, donc c'est le tome 1, il me semble, d'une trilogie. En tout cas, je sais que le tome 2 est déjà sorti. Donc là, regardez-moi cette beauté, je le trouve sublime. Les petites couleurs comme ça, le jaspage encore une fois qui est magnifique, et même le livre en lui-même tout simplement, quand on enlève la jaquette, qui est vraiment sublime. Et donc cette autrice est aussi l'autrice des jumeaux Croche-Mort, donc je pense que vous avez dû en entendre parler. C'est vrai que j'ai plus entendu parler des jumeaux Croche-Mort que de Dead Garden, donc hâte de le découvrir, d'autant plus que quand je l'ai acheté au salon du livre, l'autrice nous avait dit, parce qu'en gros je suis allée au salon du livre avec les filles de mon club de lecture, et on est donc d'ailleurs plusieurs à l'avoir acheté, et quand on allait le faire dédicacer, l'autrice nous a dit quelque chose du genre: vous attendez pas une romantaisie parce que l'héroïne c'est une héroïne qui botte des fesses pour pas dire de gros mots. Mais du coup, j'ai hâte parce que je pense qu'on va vraiment être sur une héroïne vraiment badass, et ça, nous, on adore, OK? On va aller donc découvrir le résumé. Croyez-moi, devenir faucheuse et passer toutes ses journées en compagnie des défunts n'est pas le métier qu'on rêve de faire à 16 ans. Mais bon, comme le dit si bien grand-mère, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. J'adore déjà le côté humoristique. On sent déjà que l'héroïne va être fun à suivre. En particulier quand on grandit dans une famille comme la mienne. Mauvais sort, disparition inquiétante, empoisonnement suspect. Chez nous, les distractions ne manquent pas. Quand s'ajoute une série de meurtres inexpliqués dans le clan des puissantes sorcières Vicaris et la visite inopinée d'Ella, la déesse de la mort, je commence à me dire que ça fait beaucoup. Tu m'étonnes. Il est grand temps de m'intéresser aux forces maléfiques qui se mettent à l'œuvre. J'adore l'univers, j'adore la thématique de la faucheuse, j'adore le fait que l'héroïne ait ce petit côté un petit peu décalé, un petit peu humoristique, un petit peu badass, hein, comme je viens de le dire. Je pense que ça va vraiment me plaire, me faire rire, et je pense qu'il y a un côté quand même assez sombre, hein, malgré tout. Et donc je pense que ça serait vraiment cool que je demande aux filles de mon club de lecture si elles veulent le faire. Une petite lecture commune, quoi, je pense que ça peut être super sympa. En plus, je vous disais que ça pouvait être une histoire sympa avec de l'humour, et l'autrice a justement dédicacé un peu d'humour et d'action. Donc vous voyez, je pense que ça peut être très très sympa à lire. Et en parlant de livres qui ont de beaux jaspages, nous avons donc Atalan, donc le tome 1 de la duologie de Cassandre Lambert, qui appartient donc au genre du conte, de la mythologie et des récits d'aventure. Donc on est vraiment sur un genre différent, mais c'est vraiment un genre que j'adore. J'ai d'ailleurs un livre sur tous les mythes de la mythologie grecque que j'ai adoré. Attendez, il faut que je vous le montre parce qu'il est incroyable. C'est vraiment une pépite ce livre. Il s'agit donc de ce livre-ci, donc c'est les grands mythes, dieux et héros de la mythologie grecque de François Bunel, et il est vraiment génial et très bien expliqué, donc vraiment je vous le conseille aussi d'ailleurs en passant. Mais du coup, pour revenir sur Atalante, nous avons donc ce livre-ci avec un jaspage absolument incroyable, une couverture incroyable aussi, et même l'intérieur du livre est sublime. Regardez-moi ça, comme il est magnifique.
Je le trouve vraiment sublime. J'aime trop la texture aussi, c'est hyper doux. Donc là, vous vous en doutez, c'est une réécriture du mythe donc d'Atalante, bien évidemment. Je vais vous lire les résumés, même si peut-être que vous connaissez déjà l'histoire. Dans une Grèce antique où l'héroïsme se conjugue au masculin, Atalante est une exception bénie des dieux. Nul ne peut rivaliser avec sa détermination, sa rapidité et sa grâce. Elle compte intégrer le clan des Amazones, ces guerrières intrépides qui ne plient devant personne. Qu'importe de devoir réussir là où tous ont échoué. L'archère aux 1000 talents a pourtant une faiblesse, Asclépios. L'agaçant fils d'Apollon est la seule personne sur qui elle peut compter. Mais les oracles l'ont mise en garde. Elle ne doit jamais tomber amoureuse, ou ses sentiments signeront sa perte. Si pour atteindre son objectif, elle doit se battre jusqu'à la mort, c'est la mort qui cédera. J'adore parce qu'on retrouve encore cette dynamique, bah voilà, de personnages un peu badass, fort, dynamique, qui a vraiment envie de se battre pour sa réussite et je trouve que c'est hyper agréable. J'avais déjà lu donc L'Empire des femmes, donc qui est une autre duologie de la même autrice que j'avais beaucoup aimé. Alors ça avait pas été un coup de cœur, hein, pour être honnête, mais j'avais passé un bon moment. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'avait un peu marqué dans l'écriture et dans la plume de l'autrice, c'est qu'elle utilisait tout le temps le mot sempiternel. Alors c'est vraiment nul hein, comme information, mais c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué lorsque j'avais lu L'Empire des femmes. Donc je suis curieuse de voir si c'est une répétition qu'elle va encore faire dans son écriture dans le livre d'Atalante. En tout cas, j'ai hâte de découvrir bien évidemment le mythe d'Atalante. Et voilà, ça va être un livre, une lecture très agréable encore une fois, car encore une fois, son écriture est très agréable et j'aime beaucoup la manière dont elle raconte les histoires. Et là, on va changer totalement de registre avec Désir immortel de Chloé Gong, qui est une trilogie entre le cyberpunk et l'urban fantasy. Donc vous voyez, là, j'ai vraiment des genres littéraires à découvrir, donc c'est vraiment très cool parce qu'on retrouve encore la thématique de l'urban fantasy. Ce livre-ci, je l'ai acheté il y a plus d'1 an dans un salon du livre et en fait j'avais juste adoré sur la thématique puisqu'on est vraiment sur un Hunger Games mais qui du coup qui se déroule en Chine. Donc moi qui ai adoré la saga Hunger Games, bien évidemment qu'il me fallait découvrir cette histoire-ci et en plus je trouvais la couverture magnifique avec cette dualité de vert et de rouge. Je trouve que c'est une thématique et une colorimétrie qui change, qui saute aux yeux et on adore. Franchement, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer l'intérieur du livre. Donc sous la jaquette, je trouve que c'est voilà très joli. Et en plus vraiment les illustrations à l'intérieur du livre me donnaient trop envie. Ça donne vraiment l'impression voilà qu'il y aura beaucoup d'action, du combat. Et c'est quelque chose que j'apprécie dans mes lectures. Je vais vous lire un petit peu le résumé encore une fois. Il n'y a pas de dieu dans ce monde, seulement des rois et des tyrans. Une collision féroce entre amour et pouvoir dans cette réécriture d'Antoine et Cléopâtre. Donc vous voyez, je disais qu'on était sur un registre différent avec Atalante, mais finalement, on est à nouveau sur une réécriture avec ces héros qui ont bercé notre enfance et l'histoire. Donc ça, j'aime beaucoup. Chaque année, une centaine d'habitants du royaume de Talin participent au jeu. Cette arène sanglante promet d'imaginables richesses à son unique vainqueur. La princesse Kala Tuolemi a déserté le palais après l'assassinat de ses parents, de sa propre main. Espérant débarrasser le royaume de sa monarchie tyrannique, elle pourra mettre un point final à son plan si elle triomphe des jeux. Anton Makusa, membre en exil de la famille royale, espère sauver son amour d'enfance gravement malade grâce aux gains qu'il tirera des jeux. Confiant et indolent, il est certain que ses pouvoirs inégalés le guideront jusqu'à la victoire. Bien qu'ayant des buts différents, Kala et Anton scelleront une alliance dont l'intensité consumera tout sur son passage. Kala devra alors décider si elle se bat par loyauté envers son royaume ou par amour. On sent vraiment la tension qui va palpiter dans ce roman et dans cette intrigue et entre ces personnages et le fait que bah voilà, leurs idéaux, leurs valeurs et leur volonté profonde de participer au jeu risquent d'être ébranlés, bien évidemment, à cause de cet amour et de leur rencontre. J'avais déjà commencé à lire ce roman et j'avais pas accroché en fait avec la plume, c'est pour ça que je l'avais arrêté. La plume, l'écriture, la formulation des phrases me dérangeaient. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais il y avait quelque chose qui me perturbait, mais j'ai quand même envie de lui donner une seconde chance parce que je pense que c'est vraiment un livre qui pourrait me plaire. Donc j'ai vraiment envie de lui donner une deuxième chance là en 2026 et de pouvoir le lire et d'apprécier tout simplement cette saga. Nous arrivons donc à l'avant-dernier livre avec tout simplement le livre qui refusait de brûler. Il s'agit donc de la trilogie de la bibliothèque qui est donc une trilogie de fantasy et là on est sur un livre qui est vraiment très beau, qui est quand même assez imposant, je sais pas combien il y a de pages mais ouais c'est ça, il y a quand même presque 600 pages donc on est quand même sur un bon pavé, un beau pavé d'ailleurs parce que regardez-moi comme il est beau, le jaspage, même l'illustration à l'intérieur du roman qui est vraiment magnifique. On a vraiment ce côté enveloppant, un peu sombre, donc on imagine que c'est vraiment une bibliothèque et une librairie qui regorge de secrets et de mystères. Et d'ailleurs, c'est bien l'une des raisons pour lesquelles je ne souhaite pas le lire, ou du moins pour lesquelles j'ai du mal à le débuter, parce que je connais des personnes qui l'ont lu et qui se sont senties oppressées en le lisant, parce que du coup, l'histoire se déroule forcément dans cette bibliothèque, et donc c'est vrai qu'entre les rayonnages qui sont hauts, grands, peut-être même un peu serrés, et bien c'est vrai qu'on peut se sentir un petit peu oppressé, et donc je redoute de le
lire. J'ai peur en fait de passer un mauvais moment et donc bah, forcément je préfère lire autre chose qui pour le coup je sais qui a de bons retours et en même temps ça me dérange de pas le lire car il est vraiment très très beau et en plus c'est un cadeau donc j'ai quand même envie de le lire. Mais je pense qu'il fera pas partie de mes premières lectures de cette année quoi. Peut-être que je le lirai vers l'automne pour le côté un peu enveloppant, automnal, ça peut peut-être me plaire, je sais pas, on verra. En tout cas, j'ai quand même voulu lire le résumé malgré tout. Evar a passé toute sa vie prisonnier d'une salle remplie de livres, plus ancienne que les empires, plus vaste qu'une cité. Livira vivait aux confins de la civilisation, où rôdent les cauchemars et où nul ne se rend. Lorsqu'elle est arrachée à son village, elle se consacre à l'étude des mystères qui irriguent la grande bibliothèque, cœur battant du royaume. Ok, donc il y a vraiment cette dynamique de mystère. Ils n'étaient pas censés se rencontrer. Dans la bibliothèque, leurs chemins se sont pourtant croisés. Leur histoire s'entrace alors, cœur à cœur, à travers les univers et le temps. Faite de vérité et de mensonges, elles se brouillent et se confondent. Dans ce périple où la connaissance érode les certitudes, la plume a beau être plus puissante que l'épée, elle n'empêchera pas le sang de couler, ni les cités de brûler. C'est une histoire qui a l'air hyper intéressante et en même temps qui a l'air lente, parce que je me dis, si ça se passe dans un genre de huis clos au sein d'une bibliothèque, j'imagine que, bah voilà, il y aura pas tous ces combats, etc. Peut-être que c'est plus quelque chose qui se passe dans le mental, dans les souvenirs, dans l'imagination des personnages, je sais pas. Donc à voir. À voir aussi pourquoi l'héroïne se retrouve dans cette bibliothèque aussi, ça peut être intéressant à découvrir. Ça me donne envie de le lire, mais j'ai peur que le rythme soit long et lent et du coup ben que je décroche et que ça me donne pas forcément envie de continuer. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Et donc ça y est, on arrive à la fin de ma palle, donc vous voyez j'ai pas tant de livres que ça finalement. Et il s'agit donc de Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi. C'est donc un one-shot de littérature contemporaine ou alors de littérature blanche. J'hésite entre les deux, j'avouerai. Ceci étant, comme vous l'aurez compris, c'est pas le genre de livre que je lis habituellement puisque ben moi je lis plus du coup comme vous l'avez vu de la fantasy etc, du fantastique, mais je suis quand même contente de découvrir un autre genre car je pense que c'est important de s'ouvrir à d'autres genres de littérature, comme là je me suis ouverte récemment à la littérature japonaise et d'ailleurs j'ai très envie de lire d'autres livres de littérature japonaise parce que là j'ai lu Le chat qui relie les âmes au café pont qui était un coup de cœur, j'ai adoré cette histoire donc j'ai envie de lire d'autres livres de ce genre et j'ai peut-être versé une larme ou deux en le lisant et donc là je suis contente de découvrir un autre genre aussi, d'autant plus que l'un de mes rêves serait de publier un roman et donc je pense qu'il est important de se nourrir de différents styles d'écriture et de styles littéraires, de genres littéraires aussi pour écrire un roman et un bon roman. Et donc encore une fois, je vais vous lire le résumé. Donc c'est parti. Lorsque nous avons emménagé Impasse des Colibris, nous avions 20 ans. Ça sentait la peinture fraîche et les projets. Nous nous prêtions main forte entre voisins en traversant les jardins non clôturés. 63 ans plus tard, les haies ont poussé et nous ne nous adressons la parole qu'en cas de nécessité absolue. Quand le maire annonce qu'il va raser l'impasse, nos maisons, nos mémoires, nos vies, nous oublions le passé pour nous allier et nous battre. Tous les coups sont permis, nous n'avons plus rien à perdre et c'est plus excitant qu'une sieste devant Motus. À travers le récit de leur combat et une plongée dans ses souvenirs, Marceline raconte une magnifique histoire d'amour, les secrets de toute une famille et la force des liens qui tissent une amitié. Rien que de le lire, j'ai des frissons parce que je pense que ça peut vraiment être une histoire très émouvante, très touchante. Voilà, c'est l'histoire de ces personnes âgées qui se retrouvent, qui ont des histoires, peut-être même des conflits au sein de ses voisins, donc on va pouvoir découvrir tout ça, un petit peu les histoires, leurs amitiés anciennes, leurs amitiés perdues, leurs souvenirs un petit peu oubliés. Et j'ai vraiment hâte aussi là de découvrir cette histoire qui, je pense, va se lire assez rapidement, d'autant plus que l'autrice est quand même reconnue pour écrire de très bons romans. Donc c'est vrai que j'ai hâte aussi de redécouvrir sa plume parce que j'ai déjà un livre d'elle, mais j'avoue que je me souviens plus trop de ce que j'en avais pensé, ni même de l'histoire. Donc là, ça va vraiment me permettre de pouvoir la redécouvrir et peut-être même de me faire aimer la littérature contemporaine, qui sait. Mais du coup, pour clôturer là sur ce dernier livre de ma palle, je pense que c'est un livre qui va me faire verser des petites larmes. Ça c'est sûr, parce que les petites histoires comme ça de personnes âgées, bah, c'est toujours émouvant quoi, soyons honnêtes. Donc voilà, on a passé en revue les 10 livres qui se trouvent dans ma pile à lire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous combien vous avez de livres dans votre pile à lire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!